C'est moi. On sait C'est très moi qui bien vous qu'il y a remercie. beaucoup de jalouses. Il y a beaucoup de jalouses là, je sais. Et oui, c'est Kumba Toubou qui est avec Pape Faye. Et oui, c'est un grand palmarès, comme je disais tout à l'heure. Et j'étais vraiment, mais vraiment impatiente de le recevoir sur ce plateau. Moussa, tu n'es pas content? Si un grand monsieur comme lui, c'est toujours un plaisir de le recevoir sur des plateaux comme ça. Et merci pour l'invitation, monsieur Pape Faye. Merci beaucoup. Alors, Pape, Oui. on va voir qui est Pape Faye. Pape Faye, c'est cela. La pandémie de la Covid-19 remet au cœur de la vie internationale la lancinante question de l'annulation de la dette extérieure publique de l'Afrique qui n'a cessé de mobiliser de nombreux citoyens du monde depuis les années 80. La pandémie de la Covid-19 remet au cœur de la vie internationale la lancinante question de l'annulation de la dette extérieure publique de l'Afrique qui n'a cessé de mobiliser de nombreux citoyens du monde depuis les années 80. L'appel lancé dans ce sens par le président du Sénégal dès le 28 mars 2020 a rencontré un écho encourageant au niveau de ses pairs africains. Le président Macron, le pape François et d'autres hautes personnalités se sont également prononcées dans le même sens. Ce n'est pas un fait de hasard. Dans les différents pays et à l'échelle internationale, la pandémie agit comme un puissant révélateur des injustices et des incohérences d'un ordre international qui n'a plus l'humain comme priorité. Le service de la dette absorbe en moyenne 14% des revenus. La nuit traverse Dakar. Flot de vagues nuageuses échouées au loin des corniches, dans les sombres eaux de l'Occident, emplies de vieux soleils. Doucement éclot le soleil de Gorée. L'aube enveloppe les clameurs océanes à l'eau de transparence, éclat de vie, humide, rayonnant. Surgit des abysses bleus, des ombres parties loin, dont les ombres sont toujours là. La pointe. L'être en tueur. Hideux Corona. Tu foules le monde depuis le tarmac des existences, comme un fou tragique avec tes pieds de dinosaure. Tu foules les plaies des jours résignés et les blessures des nuits glauques, sur le sable des amours assassinés. Tu décapites sans merci les mots inscrits sur les tablettes de bois et sur la blouse du médecin pour te donner bonne conscience. Tu te balades, ô Corona, d'un corps à l'autre, sans derrière regarder les souffrances de la terre. Tu fauches comme un cynique gladiateur. Des vies en naissance et des vies en croissance, dans le calme olympien de l'espace comme Néron en action au royaume des vautours. C'est bien à toi de jouer au despote,
les économies s'effondrent comme les châteaux de Calais. Hideux, Corona. Regarde, la planète est inconsolable depuis ton règne de vampire sur la terre. Des hommes tu as exterminés, des femmes tu as décimées, des enfants tu as avalés. Des enfants, ils ne demandaient qu'à gambader dans les jeux et voltiger dans les balançoires. Ils pleureront leurs géniteurs enlisés dans le néant et dans la froideur de linceul. Quand mon pays si beau pourtant capitule et renonce à la promesse des fleurs de juin pour aller prendre langue avec les mots gros comme des boules de feu, pense-t-il alors à sa jeunesse si brave et si résignée? Quand mon pays si beau pourtant cède et renonce à ses valeurs cardinales pour aller promouvoir le carnaval des mots osés à tout bout de champ jeté sur la place publique, pense-t-il alors aux saints qui se terrent derrière le chapelet de la miséricorde? Mon pays si fier pourtant, renonce-t-il à ses promesses de gloire au profit des mots lourds et puants? Il t'incombe à toi, ô mon beau pays, ta jeunesse de sauver et ta race, qu'on abreuve de mots de fiel, de mots trop indécents, des mots pions irrévérencieux qui habitent les égouts, des mots qui donnent la nausée, des mots sales comme une bave répugnante, des mots de sang coulé, des mots abrutis en forme. Pape Faye, vraiment, je te remercie d'être là à Good Morning Sénégal. C'est vraiment un régal pour moi. Ça, de toute façon, je le dis, tout le monde le sait aujourd'hui, hein, même le président le sait. Ma première question est déjà comment Pape Faye est venu au Sénégal et a su attraper tous les cœurs sénégalais et aussi les cœurs à l'international? Bon, est-ce que j'ai réussi à le faire? Crois-moi, oui. Bien. Dieu merci alors. Alhamdoulilah. Ouais. Bon, je suis un petit Sénégalais, voilà, qui vit comme tous les autres Sénégalais, qui aime un métier, qui est la culture et les arts, et qui font carrément dans les arts scéniques, fondamentalement. Voilà, c'est ça, Pape Faye, et que, voilà, je suis en même temps un acteur de l'éducation. Les gens n'ont retenu que le côté culture et art, mais je suis un acteur de l'éducation pour avoir coordonné pendant une vingtaine d'années, voilà, toutes les activités liées à la communication, à l'information, à la culture et aux arts et à la pédagogie au niveau d'un grand établissement de plus de 60 nationalités à l'époque. Enfin, voilà, c'est ça. Et Dieu merci, voilà, j'ai fait plein de choses. Je me dis entre toujours bon, j'ai baigné dans un univers catholique, d'une part, et étant musulman. Oui, donc je suis un biculturel. Mais comment tu as baigné dans un milieu catholique? Oui, c'est ça, je dis, parce que, d'abord, l'établissement dans lequel j'ai beaucoup travaillé, c'est un établissement catholique. Très bien. Alors, j'ai rentré dans les églises, dans les chapelles. Voilà, je faisais des performances hein, avec les abbés. Hein, ça, franchement, on ne le savait pas du tout. Les sœurs catholiques, j'ai tout fait. J'ai réalisé avec le pape Jean-Paul II, ici pour le pape Jean-Paul II, ici à Dakar, un très grand spectacle que j'ai moi-même écrit, et c'était au stade d'Amba Diop. Quand le pape Jean-Paul II venait pour la première fois au Sénégal, hein, très grande chorégraphie, avec un spectacle, avec une voix qui remplissait les semestres du stade. Voilà, ça je l'ai fait. Et dans le cadre de la Journée mondiale de la jeunesse, avec l'Église, hein, c'est moi également qui montais tous les spectacles. Je lisais des parties de la Bible, etc. Et je proposais au diocèse, est-ce que ça peut marcher dans les spectacles? Il me disait oui. Alors, et ça n'étonnera personne si aujourd'hui je porte ma voix sur de grandes figures. Aujourd'hui, comme Cheikh Ahmadou Bamba, Khadim Rassoul, et là je mets ici, le prophète Mohamed, paix et salut sur lui. Vous avez entendu plusieurs fois
j'ai fait ça, c'est passé dans toutes les chaînes et radios. Ouais, j'ai entendu souvent tes audios. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc, je me dis... L'éducation dans l'islam. Je me dis, bon, biculturel pour ne pas dire bi-religieux. Mais je suis musulman, fondamentalement. Hein, voilà, je prie, mes 5 prières. Hein, je le fais chaque jour que Dieu fait. Bah, de toute façon, en même temps, on sait très bien que tu conseilles aussi les jeunes et de toute façon les personnes autour de toi dans l'islam, donc justement à pratiquer la religion. Je sais que tu es très très religieux. Oui, oui, oui. Et ça, c'est mon dada. Vous voyez? Et fondamentalement, je suis un homme de paix. Je suis un homme de cœur. Quand je dis un homme de paix, c'est un homme de cœur. Vous savez, je raconte une histoire. Quand, à l'époque, il s'est agi de monter au niveau de l'UNESCO, de compétir au niveau mondial pour le prix UNESCO d'éducation à la paix et à la compréhension internationale, quand l'établissement dans lequel j'ai fait beaucoup d'années, c'est vrai, on nous disait, mais il était temps que votre école, le cours Sainte-Marie, voilà, participe à cette grande compétition mondiale. C'était ambitieux. Federico Mayor, qui était à l'époque le directeur général de l'UNESCO, débarque à Dakar et était émerveillé par justement ce qu'il avait vu au sein de cet établissement-là. Alors, nous avons réussi à regrouper tout ce que nous avions en termes de, comment dirais-je, parce que nous organisions des semaines de la paix, des semaines des livres, sur toute l'année. Et c'est toutes ces activités-là que nous avons regroupées au sein du service que moi je dirigeais, voilà, que nous avions proposé pour la compétition internationale. Et nous sommes sortis premiers. Ça, c'est quelque chose. Si vous allez aujourd'hui dans cette école, vous voyez le trophée. Et ça n'existe pas. Ça n'existe pas en Afrique. Vous voyez un peu? Donc, c'est important. Quand je dis aujourd'hui, je suis un homme de cœur, c'est-à-dire un homme de paix. Bon. Et c'est pas étonnant. C'est Dieu qui fait ça. C'est la main de Dieu. Aujourd'hui, ça, c'est clair. Je suis ambassadeur de la paix, distingué par le Global Peace and Prosperity Initiative, qui se trouve à New York. On devait donner le prix au mois de mars. Avec le Covid, ça n'a pas pu être fait. Mais c'est reporté. Malheureusement. Mais c'est reporté. Donc, je pense que ce sera sûrement au mois de janvier, peut-être dans la première décade du mois de janvier. On est en train de réfléchir. Ils ont une antenne régionale qui est là, basée à Thiès. Et ce sont ceux-là qui nous ont, voilà, ils m'ont surpris avec cette nouvelle. Bah déjà pour Time for Africa, c'est clair que déjà tu mérites pas que ce prix, pas que cette distinction. On va voir pourquoi on pense que tu mérites beaucoup plus que cela. On ne sait pas si on mérite ou pas. En tout cas, on a fait des choses justement pour éduquer les jeunes, voilà, pour appeler les gens vers ce qui nous semble essentiel aujourd'hui. C'est la culture de la paix. Pour moi, ce n'est pas qu'au niveau de l'éducation. Tu participes également au niveau de l'économie du Sénégal, puisque tu arrives à créer pas mal de choses, dont tu crées aussi des pièces de théâtre, tu crées beaucoup de choses et aussi pas mal d'emplois. Donc ça, il faut vraiment le dire. Oui. Ma question aussi, bon, on va en parler de ta voix. Bah, c'est obligatoire de parler de la voix de Pape Faye. Oui, oui, la voix de Pape Faye. Pape, oui. Ta voix, c'est de l'or. Je sais très bien que tu sais, je sais, c'est un don de Allah, ça c'est clair. Mais est-ce que tu penses que ce dont tu as accompli, c'est grâce à ta voix ou quand même à un travail que tu as fait en amont? Bon, il y a deux choses. La voix, c'est un don de Dieu. Nous tous, nous disposons chacun d'un outil. Le corps est un instrument, comme la voix est un instrument. Bon, je ne sais pas comment c'est arrivé. Mais c'est Dieu qui fait les choses comme ça. Mais cela veut dire qu'aujourd'hui, moi je crois fondamentalement à la pensée de Senghor qui dit que même si vous avez du talent, si en vous avez senti le génie, considérez qu'il n'est que 1% de vos capacités en termes de rendu. Voilà. Mais tout le travail, c'est vous-même. Les 99%, voilà. Senghor disait cela. Alors, moi j'ai
je n'ai pas cherché à travailler la voix. Mais c'est quand on m'a fait comprendre, évidemment, que j'avais une voix comme celle de Douta Seck, que j'ai eu la chance de rencontrer, puisqu'il fait partie de ceux qui m'ont coaché, qui m'ont formé à l'Institut national des arts. Et c'est lui-même, dans son bureau, il n'était pas venu pour prendre la direction de l'Institut national des arts. Il était venu intérimaire d'une direction dont le patron était à Ouagadougou à l'époque. Et un jour, il rentre dans une salle, dans notre salle. Il salue, il nous fait lire des textes. Après lecture d'un extrait de la tragédie du roi Christophe, j'étais encore plus jeune, là où j'ai vieilli. Alors, il me dit, bon, tu passes dans mon bureau. Alors, à la récré, je passe dans les bureaux, et il me dit, tiens, je vais t'aider à mieux améliorer les capacités, vos capacités vocales. Je dis, comment? Il enlève sa veste. Je me souviens, il avait des bretelles. Il avait des bretelles, il enlève sa veste, il met sur le fauteuil, et il se couche sur le dos. Vous voyez? Oui, sur le carreau. Il me dit, bon, il y a un livre sur la table, donne-moi le livre. Tu as fait de la lecture, en fait il t'a fait lire carrément. C'est ça, non, il voulait me donner d'autres techniques vocales. Vous voyez? Alors, je lui donne le bouquin, il me dit, non, donne-moi le bouquin le plus épais. Et j'ai donné le bouquin le plus épais, je pense que c'était un dictionnaire, un gros dictionnaire. Alors, il a mis entre le menton et le cou. Voilà. Il me dit, ramène-moi l'autre livre. Et je lui ramène l'autre livre, il se met à lire. Alors, tu as l'impression que, au fur et à mesure qu'il lisait, la voix grossissait davantage. Le volume de la voix grossissait davantage. Technique qu'on ne connaît pas du tout. C'est Douta Seck, le fameux Douta Seck. C'est lui c'est le premier comédien sénégalais qui a composé, qui a porté sur sa carapace la tragédie du roi Christophe de Césaire. Ah oui, ça c'est... Douta Seck, il était à un moment donné plus populaire que Senghor aux Antilles et en France. C'est ta référence. Ah, mais c'est une référence. Ouais, si tu te vois quand il parlait, mon Dieu, les murs tremblaient. Le plateau aussi tremble hein, quand tu parles, hein, je te garantis. Hein. Ça, c'est Douta Seck. Mais cela n'empêche. Depuis lors, j'ai pris conscience, justement, des qualités de notre voix. Et chaque jour que Dieu fait, on travaille, on crie. Il m'est arrivé de faire ça avec Ablaye Wade. Ablaye Wade, dans son bureau. Tu étais très apprécié du président. Ah oui, lui, il aimait ça. On a chanté. Il avait beaucoup de respect pour ma personne. Et chaque fois qu'il avait des choses importantes, c'est lui-même qui appelait. Me demandait de venir dans son bureau, soit on chantait l'hymne de la Renaissance africaine, où on lisait des textes. Lui, ce qu'il adorait, c'est m'entendre parler ou lire. Ça, c'était Ablaye Wade. Alors, jusqu'aujourd'hui, ce que je suis en train de coacher également, c'est par rapport à la voix, comment développer les ressources vocales, parce que nous avons tous, autant que nous sommes, des résonateurs dans le corps. Ce sont des résonateurs qui font les voix. Voilà. La voix remplit notre corps. Et la plupart des gens, ils pensent qu'une voix, elle est gutturale. La voix, elle est d'abord abdominale. Ça vient des tripes, une voix. Voilà. J'ai vu certains cours de chant, justement, où on nous demandait d'appuyer sur le ventre et de contracter les muscles. Ouais. Voilà, c'est ça. C'est pour déloger la voix qui est là, dans le bas-ventre. Ouais. Parce qu'en fait, c'est ce qu'on dit, c'est vocalisé. Le masque et tout ce qui entoure la gorge, ce sont des caisses de résonateurs. Ce sont des caisses de résonance, je veux dire. Voilà, mais la voix, fondamentalement, elle est... Ça vient ouais, c'est ça. Du ventre, des abdos. Exact. Moussa? Et en tant que jeune à l'époque avec Douta Seck, qui vous avez montré cette technique-là, qu'est-ce que vous aviez ressenti en tant que jeune quand vous étiez sorti du bureau? Bon, fier et heureux d'avoir travaillé avec Douta Seck, dont on entendait parler depuis longtemps sans le voir. Il était venu pour monter avec Raymond Hermantier, qui était le metteur en scène de Sorano à l'époque, une autre version de la tragédie du roi Christophe. Mais avant Douta Seck, il y avait Feu Abdoulaye Farbassar, à ma première année
de conservatoire, lui, il me mettait dans sa voiture pour aller à l'ancienne maison de la RTS, co-animer une émission qu'on appelle le Chant du Nègre. Le Chant du Nègre, c'est quoi? Le Chant du Nègre, c'est une émission essentiellement de poésie, voilà, qui parcourait toute la littérature négro-africaine. Il y avait des extraits de bouts de texte de David Diop, de Birago, de Tamsi, de Senghor, etc., de Joseph, comment ça s'appelle, Joseph Zobel, et tout ça. Et on lisait ces textes-là. C'était essentiellement basé sur la poésie négro-africaine. Et il m'avait choisi parmi une vingtaine de ma classe. Et je ne pouvais pas savoir pourquoi. Il me dit, bon, je voudrais que tu participes à l'émission pour, de temps à autre, me dire des extraits de texte. Et le soir, je prenais plaisir à écouter la radio. C'était au niveau de Radio Sénégal International. Alors, jusqu'au moment où Annick Boménil, qui travaillait à Radio France Internationale, qui venait souvent à Dakar, et qui voulait, justement, dans le cadre du concours théâtral interafricain, proposer des productions de pièces de théâtre radiophonique. Il avait entendu parler, il avait entendu ma voix, et il voulait savoir qui c'était. Et du coup, on m'appelle, j'étais encore je venais d'entrer au Mariste, très jeune. Alors, quand je suis venu le voir, c'était dans les locaux de l'ancienne maison, il me dit, bon voilà, j'ai un rôle pour toi, j'ai un certain nombre de pièces de théâtre qu'il faut enregistrer et qui vont compétir. Alors, il me donnait chaque fois des piles de pièces de théâtre. Je prenais toujours le premier rôle. À Sorano également, il y avait aussi d'excellents comédiens. Au feu Omar Seck, paix à son âme, qui est un excellent comédien, qui a une voix et une diction magique. Mais bon, c'est ça la vie, il est parti. Voilà. Il y a eu d'autres comédiens également qui étaient très bons. Mais en tout cas, chaque fois que Radio France venait ici, voilà, j'étais servi d'abord avant les autres. Bah, je pense que c'est par rapport à tes compétences, hein, et aussi à la voix unique que tu as, hein, bah, bien sûr. Bah, oui. On parlait donc de pièces de théâtre et de mise en scène. Je pense que tu en as écrit pas mal. Aujourd'hui, tu en as combien d'actifs? Il y en a beaucoup. Hein. Ne me dis pas une centaine? Hein? Centaine? Plus? Alors, hier, on était à la RTS pour lancer le musée de la RTS. Bon, je me suis amusé avant qu'on démarre de monter dans les archives pour voir les anciennes pièces radiophoniques. Mais il y en a qui sont perdues malheureusement. Voilà. Moi, j'ai fait beaucoup de théâtre radiophonique. Beaucoup de théâtre radiophonique, de scènes, de télévision. Voilà. J'en ai fait. Voilà. C'est là. La plupart sont au niveau de la RTS. Ouais. Moi, j'aimerais tellement voir une de tes pièces aujourd'hui et une pièce de 2021. Je suis en train de travailler sur ça. Ce qu'on appelle Homicide. Ça parle de quoi? Homicide. C'est l'histoire d'un couple. C'était même pas des couples. C'est une jeune fille qui est amoureuse d'un garçon dont le père était un tyran. Le père était un tueur. T'as pensé à qui en écrivant cette histoire? Hein? Le père était un tueur. Mais la fille était tombée amoureuse du gars. Jusqu'à ce que, au moment où il fallait célébrer le mariage, le père de la fille est allé tuer le tueur. On dirait comment ça s'appelle, les romans de Agatha Christie. Exact. Et c'est comme ça s'est passé. Le père de la fille est allé tuer le tueur, donc le papa de l'amoureux. Alors, du coup, maintenant, imaginez la suite. Le garçon va devoir venger son père. Bah, bien sûr. Hein? Et voilà. Je vous laisse deviner le reste. C'est en 2020. Et pensez que après, mais après, le fils est allé tuer celui qui a tué son père. Mais c'est vraiment le roman d'Agatha Christie, je t'assure. Exact. C'est vraiment ça, en fait. Maintenant, le mariage aura-t-il lieu ou pas?
Une petite question imprévue. Quel est le rôle de la fille? Qui a le rôle de la fille? On est en train de répéter. On voulait donner le spectacle le 18 décembre dernier. Mais avec l'arrêté du ministère de l'Intérieur, voilà, on a repoussé. C'est tellement au mois de janvier, on ne sait pas quelle date encore. Ça dépend de... 2021. Ce sera en janvier 2021. Oui. Je réitère ma question. Oui. Au cas où tu ne l'as pas entendu. Oui. Qui a le rôle de la fille? Si tu veux, tu prends. Ah oh j'ai fait mon CV tout de suite là. Moussa, donne-moi un stylo. Ça m'intéresse. Alors, donc tout à l'heure, on parlait du Covid-19. Donc, c'est vrai que c'est toujours un frein dans tous les secteurs d'activité, bah, forcément aussi dans l'art et la culture. Il y a quelque chose que j'ai apprécié en fait en faisant des recherches sur toi, parce que bon, Coumba a fait son travail, Coumba a fait ses devoirs. Hein. Donc, tu as publié une photo. Une vidéo, tu as appelé ça « Lettre au tueur ». Et je te cite, c'était intéressant. Tu as dit, écoutez bien, « Je suis partie du principe que je peux m'adresser directement au coronavirus pour lui demander d'arrêter le massacre. Je le considère comme étant un esprit malsain, malveillant. » Donc forcément, par rapport à tous les morts qu'il y a eu, là c'est carrément le monde entier qui est touché. C'est vrai que là, c'est vraiment, ça a été inattendu déjà, et ça dure depuis très très longtemps, depuis fin février, début mars. Donc ça a fait des milliers de morts. Je n'en parle même pas aux États-Unis, parce qu'au début, les Américains ne pensaient pas que c'était une maladie qu'elle allait les toucher, que c'était juste une petite grippe. Déjà, j'aimerais avoir ton point de vue par rapport à la vidéo. Et quels sont en fait finalement les conseils que tu donnes aux gens qui ne croient pas, d'après en plus l'actualité qu'on a fait aujourd'hui à la revue de presse, qui ne croient pas que le Covid existe? Bon, moi je pense que les gens, ils sont habitués à vivre comme ils ont l'habitude de le faire par le passé. Ils ont une conception de la vie, voilà, de la maladie. Ce qui fait que certaines choses ne les intéressent pas. Mais c'est après qu'ils vont se rendre compte qu'effectivement c'était un danger. La maladie existe. Alors, le conseil qu'on donne aux gens, c'est qu'ils puissent se protéger. Se protéger et protéger les autres. Voilà. Si on voit ce qui se passe en Europe, très grave. Combien de morts par jour? Énorme, énorme. Bon, on parle ici, de troisième vague, là. C'est ça, voilà. Ici, les gens... quand tu dis 5 morts, 1 mort par jour, les gens se disent, mais tiens, ça sont des histoires. Mais il ne faudrait pas souhaiter qu'on en arrive là. Avoir des 200, 300, 500, 600 morts par jour, 800 morts par jour, toutes les 24 heures. Voilà. Comme ça, et quand ça arrivera, personne ne le souhaite chez nous en Afrique. Ce sera l'hécatombe générale. Oui. Il faudrait que les jeunes prennent conscience de cela. Ce n'est pas parce que nous sommes en Afrique qu'il y a le soleil. Non, mais ça, c'est des idées reçues. On a entendu idée reçue numéro 1, que le soleil donc, tue le virus. Idée reçue numéro 2, que ça n'atteint pas les noirs parce que notre taux de mélanine est élevé. Et j'en passe, c'est des meilleurs. Donc, c'est très grave. On a l'impression que l'info ne passe pas très bien. Est-ce que tu ne penses pas que le ministère de la Santé sensibilise assez donc, les Sénégalais du Covid? Oui, il le fait entre nous. Hein. Oui, il le fait entre nous. Bon, mais je dis toujours que ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas? Non, ça ne suffit pas. Il faut mettre les moyens qu'il faut. Il faut mettre les moyens. Les moyens sur la sensibilisation. Il faut équiper les jeunes par groupe. Et c'est techniquement faisable. Nous, au niveau de notre association, qui est l'association des artistes comédiens du théâtre sénégalais, dont je suis le président national, nous avons sollicité le ministère de la Santé pour justement mettre à disposition des moyens techniques nous permettant de faire le tour du Sénégal. Et nous avons fait la même demande au niveau du ministère de la Culture, mais ça reste encore. C'est pas toujours validé en fait? Rien réalisé, rien n'est réalisé. Mais alors c'est un problème énorme. Or, je pense qu'il faut aller dans les villages, parce qu'aujourd'hui, vous allez dans les villages. Ici, même les gens mettent des masques. Mais vous allez à l'intérieur du pays, les gens ne mettent pas les masques. Ils ne savent même pas ce que c'est. Ah, ils ne savent pas ce que c'est? Non. Non, ils ne mettent pas les masques. Non, c'est sérieux.
C'est sérieux. Mais comment, au village, on ne sait pas ce que c'est? Je ne comprends pas. Ah, mais voilà, c'est parce que, justement, les gens ne descendent pas carrément pour leur expliquer. Toutes les informations qu'ils ont, c'est à travers la radio, la télévision, mais ça ne suffit pas. Il faut aller faire ce qu'on appelle du forum. Hein? State forum ou je ne sais pas, il faut interagir avec les populations, voilà, dans le show, et expliquer comment il faut faire, comment il faut fonctionner. Et aller dans les villages et former des petits groupes qui vont de maison en maison, voilà, faire ce qu'on appelle le door-to-door, voilà, pour mieux sensibiliser les populations, les mamans, les papas, et les jeunes, et descendre maintenant dans les écoles. C'est vrai que les instituts, les enseignants, ils font un travail. Parce que là, c'était confinement. C'était le confinement, mais là, on a parlé de 3e vague. Alors, est-ce que les écoles vont être ouvertes? Je ne sais pas. Ouais, là, ça part comme ça, ça part en 3e vague. Je pense que tu as entendu parler donc du fameux vaccin. Qu'est-ce que tu en penses et est-ce que tu vas le faire? Est-ce que l'OMS a validé? Si c'est validé par l'OMS, hein? Bon, l'Organisation mondiale de la santé, bon, je ne sais pas. Les grandes puissances ont aujourd'hui d'utiliser le vaccin en France, l'Allemagne. À mon avis, il faudrait que les gens aient aussi un esprit de dépassement. Faudrait-il avoir des tabous, etc. Moi, je pense que le vaccin, s'il est fait, c'est pour sauver des vies. Aucun n'a intérêt à vacciner les gens pour créer l'hécatombe. Ouais, pour les tuer. Ouais, mais après, tu sais, il y a souvent ces rumeurs-là. Même ceux qui vaccinent, ils risquent d'en mourir. Voilà. C'est ça. Mais en fait, j'ai lu un petit peu sur les réseaux sociaux, parce que c'est vrai que, personnellement, mais moi j'ai peur, honnêtement. D'accord, le vaccin existe, on a commencé justement à vacciner les personnes âgées, mais toujours, en fait, on dit, et personnellement, je pense un tout petit peu quand même que l'Europe croit que le continent africain est une poubelle. Et donc forcément, les Africains vont avoir peur du vaccin qu'on va leur donner à eux. Et donc c'est ça aussi la différence. Donc je parle de la France parce que bon, de toute façon... Qu'on aura les mêmes vaccins. Ben voilà mon inquiétude, elle est là. Ah, ça, justement, il faut... Mon inquiétude, elle est là, parce qu'on croirait que c'est une poubelle, le continent. Mais dès l'instant que nous avons des spécialistes aussi, nous avons des spécialistes, ils servent à quoi? Ah oui, il faut qu'ils nous disent, est-ce qu'il faut ou pas prendre le vaccin? Oui. L'Organisation mondiale de la santé, il n'y a pas que des Américains, il n'y a pas que des Français, il n'y a pas que des Japonais, il y a des Sénégalais, il y a des Africains. Ouais. Alors, je pense que c'est une question qui peut être étudiée, voilà, comme ça, et... Ouais. Et aujourd'hui, M. Pape Faye, vous êtes un acteur culturel. Et avec la Covid, puisqu'on en parle, les acteurs culturels, on les voit manifester depuis un certain temps, parce qu'il y en a beaucoup parmi eux qui veulent organiser des cérémonies et tout, mais on leur a interdit de tenir ces genres d'activités-là. Comment comprenez-vous la décision du ministre de l'Intérieur par rapport à ça? Bon, tout d'abord, moi, il y a ce qu'on appelle la CAM. La CAM, c'est la coalition des acteurs de la musique. Le lendemain de l'arrêté ministériel interdisant les rassemblements dans les lieux publics et dans les salles de spectacle, j'ai été approché par une télévision de la place, notamment TFM. Ils sont venus chez moi, m'ont demandé quelle serait ma position par rapport à cette histoire-là. Alors moi, j'ai dit tout simplement que c'est catastrophique, justement, de tout fermer et de laisser les acteurs culturels en rade, parce que les acteurs culturels, les artistes, les musiciens et autres, il faut qu'ils bossent, il faut qu'ils travaillent. Des intermittents, pardon. Ouais, c'est ça. S'ils ne travaillent pas, c'est compliqué. Il n'aura pas de quoi payer la location, la nourriture des enfants, c'est ça, les fournitures scolaires, c'est compliqué. Mais il faut qu'ils bossent, c'est vrai, mais aussi le rassemblement. Oui, attends, j'arrive, c'est pour ça. Alors, cependant, j'ai dit, la proposition que j'avais faite, je crois que j'ai été le premier d'ailleurs, hein, le premier à le faire. Le lendemain de l'arrêté, avant qu'aucun acteur culturel ne prenne la parole, c'était moi. Alors moi j'ai dit, ce qu'on peut faire, c'est peut-être alléger les mesures. Alléger comment? Parce que bon, alléger, c'est-à-dire les salles. Bon, si une salle, par exemple, supposons qu'il y ait une salle qui prend 500 personnes,
on va exiger aux acteurs culturels, justement ceux qui jouent, de ne pas accepter, et le responsable de l'espace du site, de ne pas accepter plus de la moitié. C'est-à-dire si c'est 500 personnes habituellement, 200 ou 250 personnes, en respectant les mesures barrières. D'un mètre, donc c'est possible. Oui, alors, et l'orchestre de jouer en mettant le masque. Peut-être sauf le chanteur, évidemment, parce qu'il faut qu'il chante, il faut qu'il enlève le masque. Bien sûr. J'ai dit, sur ça, je suis d'accord. Voilà. Le Grand Théâtre n'ouvre pas depuis février, mars. Sorano pareil, parce que ce sont des grandes salles, mais les hôtels, marques sont là et qui ouvrent et qui reçoivent autant de monde. C'est difficile à gérer. C'est tellement difficile de fermer. C'est l'économie, ça. Hein? C'est l'économie du Sénégal. Donc, bien sûr. Moi, c'est la proposition que j'avais faite. Alors, les gens sont allés voir le président de la République pour essayer de le sensibiliser, notamment Jundour et le ministre de la Culture. Et le président a accepté de mettre 2 milliards 500 millions de francs CFA. Pour combien d'acteurs culturels dans ce pays-là? On est... nous ne sommes pas loin de 30 000. Acteurs culturels. Si on prend les musiciens, les instrumentistes, chanteurs autres, là, les orchestres, tous les 14 régions du Sénégal, vous allez en dénicher au moins 10 000. Les comédiens, nous avons fait notre statistique, nous ne sommes pas loin de 9 000. Alors, donc, je disais que le ministre Youssou N'Dour, ministre conseiller, avec le ministre de la Culture Abdoulaye Diop, sont allés rencontrer le président Macky Sall. Et ce dernier, voilà, a consenti une enveloppe de 2 milliards 500 millions. Or, c'est un geste que je salue. Cela veut dire, il démontre encore une fois qu'il est le protecteur des arts, des artistes et des lettres. Ce qui fait que d'ailleurs, quand les gens ont voulu forcer un sitting à la place de l'obélisque, et j'ai dit, mais tiens, je suis le protecteur des artistes. Il ne faut pas que les lacrymogènes tombent sur eux. On a demandé aux policiers de rentrer chez eux. Les gens ont fait leur sitting. Alors, 2 milliards 500 millions, on va distribuer ça entre... Bon, pour ne pas trop exagérer les chiffres, on va dire 20 000. 20 000 acteurs culturels. Est-ce qu'ils vont avoir 100 000 chacun? Combien? 100 000. Est-ce qu'ils vont avoir 100 000 chacun? 100 000? 2 milliards 500 millions, ou divisé... Mais ça, c'est... divisé Pardon, mais c'est rien. Par 20 000. C'est pas beaucoup, hein? Je dirais que c'est rien. Pardon, c'est le président, mais bon, c'est mieux que rien. C'est mieux que rien. C'est rien. Alors, mais ce qu'il faut, c'est peut-être... Hier seulement, il y a eu une rencontre avec le directeur de cabinet du président, Macky Sall, avec la CAM et ses alliés, pour voir comment. Alors, le directeur de cabinet a dit, lister le nombre de bars, de salles de spectacle, etc., dans le pays. Bon, ce que les gens sont en train de faire à l'heure où je vous parle. Une fois qu'ils ont listé tout cela, donc, sera soumis à l'appréciation de là-haut pour voir. Est-ce que. Voilà. Mais ça ne règle pas le problème. Parce qu'il y en a tellement de bars, il y a tellement de lieux de spectacle, il y a tellement de... Bon, voilà, finalement, on ne sait pas à quoi ça ressemble. Et le but du recensement des salles de spectacle, c'est quoi? Moi, je pense que c'est stratégique. C'est tout simplement... c'est donner du temps. C'est pour calmer les gens, en fait. C'est ça. Calmer les gens. Une république, c'est une république. C'est pour calmer les ardeurs. C'est pour calmer les ardeurs. Les gens sont en train de travailler là-dessus. Vous n'avez rien qu'à Saly, Hambourg. Vous avez combien d'hôtels, combien de salles de spectacle, etc. Rien qu'à Hambourg, j'ai dit. Vous allez dans les autres régions. Casamance ou Sine Saloum. Vous allez à Dakar. Et qui joue là? Qui joue là? Ceux qui jouent véritablement, pratiquement tous les soirs, c'est dans la Petite Côte. Hambourg. Il y a des orchestres qui jouent de façon régulière. À Dakar, il y en a, mais pas beaucoup comme on le pense. Voilà. Et en plus, avec le Covid, de toute façon, plus personne ne joue. Bon, je ne suis pas très sûr. Là, tout est arrêté, là. Avec cette tendance en hausse, là, des morts et des positifs, là, je ne suis pas très sûr que l'État lâche du lest maintenant. Non plus, je pense pas. Je pense que ce sera
Tout se passera en 2021 de toute façon, je pense. Alors, Pape, j'aimerais, comme on parle de 2021, que tu nous parles un petit peu de tes projets. Bon, on a su la pièce de théâtre où d'ailleurs j'ai eu un petit rôle, le rôle principal. Ouais. Donc, bon, parle-nous un petit peu de tes projets de 2021. Et quant à savoir, ben, j'aimerais bien voir Pape Faye, moi, directeur d'une école artistique. J'aimerais bien que Pape Faye coach justement les petites jeunes Kumba là, qui veulent justement s'améliorer dans le jeu de comédie. Avoir à l'école Pape Faye, tu y penses? Oui. Bon, c'est vrai que, bon, nous sommes en train de travailler là-dessus. Hein. Bon, c'est des initiatives qui ne viennent pas personnellement de moi. Ben ça, je sais très bien. Bon, des gens m'ont proposé, et là où je vous parle, je suis en train de travailler là-dessus. Je suis en train de travailler là-dessus. Bon, une école, bon, journalisme, d'animateur de radio, sur la médiation culturelle, voilà, et plein sur le leadership également, ce qui n'a rien à voir avec ce que nous faisons au niveau de l'école africaine d'art oratoire et de leadership, voilà, où les gens pensaient que j'étais le directeur ou le fondateur. Non, je suis tout simplement un prestataire. Tout le monde pense que tu es le fondateur. Non mais tu vois le truc un peu? Oui, c'est ça, si. Bon, moi je dis, je suis un prestataire. Donc c'est pas improbable d'avoir ton école Pape Faye. Bien sûr. Abdelawad me l'avait proposé à l'époque. Et pourquoi ça ne s'est pas... Oui, il était sur la dynamique. Mais après, bon, quand il a perdu le pouvoir, voilà, on a tout rangé dans le tiroir. Le président actuel? Hein? Le président actuel? Il est bien, mais j'avoue que je ne l'ai jamais proposé ça. Vos relations, c'est quoi? Hein? Ben, bonne relation. De bonnes relations. Tous les présidents courent derrière Pape Faye, bien sûr. Il a d'excellentes relations avec les présidents. De toute façon, et je sais que le respect, il me vaut beaucoup de respect. Chaque fois qu'on se rencontre dans les cérémonies, dans des trucs, ouais, on prend 5 minutes, on parle, on discute. Ben, ça, c'est une chance. Hein. Ça semble étonner les gens d'ailleurs. Pourquoi? Je ne sais pas pourquoi. Pourquoi étonner les gens? Pourquoi ça étonne les gens? Bon, il salue, mais avec moi, il salue, on discute. Comme je disais tout à l'heure, c'est parce qu'il mérite. Ben, bien sûr, tu as ta place ici. Tu as ta place ici, on attend aussi les distinctions. C'est ça. Non, il est bien, franchement, il est bien, il a un cœur et... Monsieur Pape Faye, on va aussi parler un tout petit peu, puisque vous êtes un acteur culturel, et aujourd'hui on assiste de plus en plus à la disparition de la représentation théâtrale, n'est-ce pas, sur scène et tout. Selon vous, qu'est-ce qui explique cela? Déjà, le Covid est passé par là. Les salles prennent plus, voilà. Il n'y a plus de lieux de théâtre, il n'y a plus de lieux de musique, voilà. Donc le théâtre... alors, ce qui était possible, c'est faire du théâtre, ce que j'ai fait, Zoom. Oui, j'ai fait des spectacles Zoom. Mais ça, même, je vois que... C'est fantastique. Bah oui, il y a plusieurs solutions maintenant dans le digital. J'ai fait ça. Oui. C'est fantastique. Et j'avais mis des prix d'ailleurs. J'avais mis des prix. Et c'était bien animé et tout. Alors, vous savez, ici, en Afrique, je ne sais pas comme en Europe. En général, quand en Europe, vous mettez à l'affiche, quand vous mettez à l'affiche une pièce qui passe, bon, la salle est en 24 à 48 heures, tout est plein. Tout est plein. Les billets sont achetés d'avance. Ah, mais tout le temps. Oui. Je peux comprendre le fait que les gens en Europe, ils veulent sortir. Ils ne veulent pas rester cloîtrés chez eux. Ils veulent vraiment sortir, découvrir. C'est ça. Ici, tout le monde est dehors tout le temps. Vous voyez? Mais c'est vrai. Ici, tout le monde est dehors tout le temps. Les Sénégalais, rentrez chez vous. Et les gens ne vont pas au théâtre. Certains ne vont pas au théâtre pour y tirer quelque chose. Mais c'est un moment de détente. Voilà, c'est ça. On se fait belle et puis voilà, on va à Sorano, au Grand Théâtre. Voilà. Mais est-ce que c'est dans les mœurs d'aller au théâtre au Sénégal? Oui. J'ai pas l'impression. Le point fondamental, c'est quoi? Le point fondamental, c'est un niveau... Il n'y a pas de moyens. Parce qu'en théâtre, quel que soit le spectacle, quel que soit le niveau du spectacle que vous donnez, et quelle que soit la personne, quelle que soit la qualité, s'il n'y a pas de communication fondamentale, les gens ne viennent pas. Or, le théâtre n'a pas les moyens de communiquer son produit. C'est dommage. Parce que les gouvernants, ceux qui gouvernent, ceux qui sont à la tête, ne font pas le travail. Ça, c'est la vérité, moi je dis. Mais c'est dommage ça.
Il faut mettre beaucoup de moyens, voilà, beaucoup d'affiches. Hein, les médias sociaux, les radios, les télévisions, etc. Et les gens viennent. Mais normalement, ça, c'est pas la charge, je dirais, du metteur en scène ou du réalisateur. Le metteur en scène, il n'a pas les moyens. Oui, mais normalement, si en fait, bon, il loue le théâtre, c'est à lui de faire la communication. Qui ça? Si toi, par exemple, tu fais ta pièce de théâtre et tu oui. veux qu'il y ait du monde en fait qui assiste à ta pièce, vous savez, mais c'est pas à toi de faire la promotion? Le problème, c'est que ici, je vais vous dire la vérité. Bon, peu de gens mettent les moyens dans la culture. C'est ça le problème. Or, j'ai dit tout le temps, le théâtre ou la musique, ce sont des activités qui doivent être subventionnées par l'État. Aujourd'hui, je monte Homicide. Je pars sur 0 francs. Sur 0 francs. Mais comment tu peux faire une mise en scène et monter une pièce avec 0 francs? Avec 0 francs. Parce que tout simplement, voilà. Bon, moi j'ai fait répéter les comédiens. C'est les comédiens qui prennent en charge leur transport aller-retour. Quand ils sont fauchés, c'est ma poche qui prend le coup. Bon, il faut monter un décor. Il faut acheter des costumes. Il faut également chercher des partenaires. Mais le problème, c'est qu'aussi, au niveau des partenaires, ça pose problème. Quand vous envoyez un courrier au ministère de la Culture pour vous appuyer, la plupart du temps, c'est une somme insultante qu'ils vous envoient. C'est pourquoi moi, je me garde de solliciter même l'autorité, qui est la culture, ou de monter une pièce de théâtre. Voilà. Il n'y a pas un budget? Ministère de la Culture et de la Communication. Les budgets, ils ne vous donnent rien. Pas une... Ils vous donnent un spectacle qui coûte un minimum 10 millions, ou, disons au bas mot 6 millions pour la préparation des spectacles. Vous demandez une petite subvention en appui, ils vous envoient 200 000. Non. Oh, c'est dur. Ça, c'est insultant, et c'est arrivé. Non, c'est dur. Est-ce qu'aujourd'hui, nous avons fait 200 000, c'est même pas de transport. Nous avons fait le festival interscolaire, autant pour moi, le festival du théâtre du rire de Kaolack, à l'Arclots. Mais, ça fait combien d'années? Pourquoi on l'a arrêté d'ailleurs, parce que manque d'argent. L'État ne suivait plus. Et c'est le promoteur à l'époque, Guedelmot, qui mettait chaque année au moins 30 millions. De sa poche? De sa poche, pendant au moins 10 ans. L'État, zéro. Ouais. Il parle de culture, d'aider la culture. C'est dommage, franchement, c'est dommage. Moi, je pensais qu'il y avait de l'aide. Le théâtre ne nourrit pas son homme. Le théâtre, j'ai dit, c'est pas le théâtre qui va nourrir son homme. Ouais. C'est dommage, parce que ça fait partie du patrimoine sénégalais. C'est l'acteur lui-même, avec sa capacité de mouvoir des fonds, avoir des relations, du relationnel. Lui, il peut se nourrir. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire l'acteur, le comédien, il peut vendre son image. Vous vendez votre image, justement, de manière à pouvoir attirer les annonceurs. Ils vous appellent et vous confient un certain nombre de boulots. Et vous le faites, c'est comme ça que vous vivez. Mais le théâtre, en tant que tel, il faut le considérer comme un tremplin. Genre, c'est un hobby, quoi. Non, c'est quand même dommage. Et c'est la réalité. C'est dommage parce que c'est comme ça au Sénégal, mais pas à l'extérieur. C'est ça au Sénégal. À l'extérieur, mais on met des millions dans le théâtre. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, cela ne justifie pas aussi le fait qu'aujourd'hui, on retrouve pas mal d'acteurs, des anciens acteurs, aujourd'hui dans les téléfilms, qui choisissent maintenant de jouer des téléfilms plutôt que de faire de la représentation? Vous savez, il y a un petit pont entre le théâtre et les téléfilms. Et les téléfilms ou les séries. Il y a un petit pont. Ceux qui sont les acteurs du théâtre, ce sont les acteurs du cinéma et des séries. Le contraire n'est pas possible. Mais tu es d'accord avec moi? Les comédiens que je vois dans les séries, c'est pas ça. Ne peuvent pas être des acteurs de théâtre. Oui, bien sûr. Voilà. Puisque les acteurs de théâtre sont suffisamment forgés, formés. Ils connaissent un peu, toutes les formes d'expression possibles qui rendent un jeu fort. C'est pas pareil pour... Oui, la comédie, on prend n'importe qui pour la comédie. Mais c'est parce que maintenant c'est mal payé qu'ils choisissent maintenant de faire... Est-ce que c'est payé déjà? C'est mal payé parce qu'en fait, c'est les réalisateurs qui n'ont pas le choix. Le producteur n'a pas le choix. Quand dans une série ou bien dans un film, voilà, s'il veut que le film aille loin, il faut qu'il aille chercher des professionnels de la scène. Et les professionnels de la scène, c'est qui? C'est les acteurs de théâtre. Des vrais acteurs de théâtre. Des vrais acteurs de théâtre. Ouais, vous discutez, vous négociez, vous tombez d'accord, vous signez un contrat et puis vous tournez. Et c'est comme ça. Il peut
Mais le réalisateur ou le producteur peut trouver une belle tranche, hein, une belle copie, comme Kumba, qui n'a jamais fait du théâtre, mais dont l'architecture corporelle correspond à, voilà, au personnage qu'il cherche. Mais maintenant, ça peut arriver. C'est plus fréquent maintenant, en fait. Hein? C'est fréquent de voir ces acteurs-là dont vous parlez sur le téléfilm, parce que même s'ils viennent, on les choisit pour venir faire, peut-être tourner une pièce et tout, mais maintenant, ce sont eux-mêmes qui choisissent maintenant d'aller dans les téléfilms, parce que peut-être là-bas, il y a plus... Non, c'est pas parce qu'ils choisissent. C'est pas parce qu'ils choisissent d'aller dans les téléfilms. Ils sont déjà dans le téléfilm. Dès l'instant que vous êtes dans le théâtre, vous avez un pied dans le cinéma. Oui. C'est une facilité pour eux. Mais après, si on fait l'inverse, c'est vrai que quand je vois les séries, c'est zéro. Il y a Ninki Nanka, qui est un produit adapté du roman de Sorna Benga, et qui est produit par Marodi. Et tu vas voir, il y a beaucoup de comédiens professionnels de théâtre qui sont dedans. Comme il y a des comédiens, des acteurs issus des séries qu'on vient de découvrir pour la première fois. Voilà. Qui ne savent même pas élever la voix. Non, mais ça, mais ce qui intéresse le réalisateur, voilà, c'est une belle pièce. Je dis que la fille, c'est une très belle pièce. Voilà. Même s'il ne dit mot, l'essentiel, c'est que, voilà, qu'elle donne, justement, ce dont elle a besoin dans son film. Est-ce que c'est pas ce qui est à l'origine des couacs aujourd'hui? Ce qu'on note avec des mots dépassants parfois, avec tout ce qu'on note sur les téléfilms et tout, qui les fait dérives, parfois là. Des dérives et tout là. Les dérives, les dérapages, les dérives, ça c'est, à mon avis, ça procède de l'inculture sociétale. On ne peut pas. Une société bâtie comme le Sénégal, bien bâtie avec des valeurs morales, des valeurs historiques, civiles, voilà, insulter la conscience des Sénégalais. Ce que j'appelle insulter la conscience des Sénégalais. Comment peut-on, dans une série, demander à une jeune fille, voilà, de mettre un petit torchon dans son slip et de l'exhiber? Vous avez vu ça, non? Ça, je pense que c'est le rôle d'après du CNRA. On a tapé dur. Ben voilà, justement. Le CNRA a tapé dur. Ben oui. Moi, je suis membre du CNRA. Ben justement. On a tapé dur, très dur. Et chaque fois qu'il y a des couacs, des dérives comme ça, on tape dur. D'abord, inculture, parce que moi, je dis, l'éducation cinématographique, théâtrale devrait commencer par là. C'est-à-dire, le comédien ou la comédienne doit savoir raison garder quand on lui propose certaines choses. Voilà. Moi, la structure que je dirige, j'ai donné instruction à tous les comédiens et les comédiennes de ne pas accepter des rôles qui les dévalorisent. En même temps, c'est rare ici quand même. Hein. C'est très rare de voir, comme à l'extérieur, comme justement sur les autres continents, d'avoir un rôle de prostituée, par exemple, ou alors je suis endormie. J'ai pas vu ça, en fait, pour le moment. Et bon, il y a eu des séries à l'époque, il y a eu des séries, il y a eu des téléfilms à l'époque où il y avait des rôles comme ça. Et c'est une anecdote que je raconte très souvent. Vous vous rappelez de Apollo? Je ne me rappelle pas. J'ai la fille qui se dit, je ne me rappelle pas. C'est un téléfilm. Vous vous rappelez de ça? Apollo. Oui, oui. Il y a des caméramans qui disent oui. Si, regardez, ils se rappellent d'Apollo. C'était un téléfilm qui est passé à la RTS. Il n'y avait pas les télévisions, la TFM et autres. Une brillante actrice avait joué le rôle. C'était magnifique. Tout le monde a apprécié Apollo. Ça parlait de quoi, Apollo? Apollo, c'est une femme qui reçoit des prostituées chez elle. Donc en fait, c'est un mac, quoi. Et qui les vend. Ça dit, quand macro, je dis macro, c'est ce qu'on dit. Qui les vend. Hein? Il y a un terme approprié là. Les femmes là qui font ça. On les appelle les macros, justement. Oui, il y a un autre. Maquerelle. Hein? Ouais, c'est ça. Si c'est les femmes, on dit maquerelle, les hommes macro. Vous venez, ceux qui vendent des prostituées là. Vous avez combien? J'ai 300 francs ou 500 francs. D'accord. Hein? Rentre dans la chambre là, il y a quelqu'un qui attend. C'est ça, c'est ça. C'est ça. Et la série existait ici? Non, c'était une
pièce de théâtre. Une pièce de théâtre? Oui, qui a été déclinée sous forme de téléfilm. Alors, l'actrice principale, vous savez ce qui s'est passé après? Quand ça a commencé à tourner, elle ne cessait de recevoir chez elle des lettres anonymes. Des menaces. L'insultant. Oh, bah c'est évident. La menaçant. Bah c'est évident. Elle recevait chez elle des pourritures qu'on jetait dans sa concession. On croyait vraiment qu'elle était maquerelle. Les gens n'arrivaient pas à faire le Ils n'avaient pas fait la distinction entre un rôle et la réalité et la fiction. C'est pas possible. Et la fille en a souffert. Elle a son premier mariage, au bout de quelques temps, ça a explosé à cause de ça. C'est grave quand même. Hein. Parce que chaque fois qu'il y a eu des problèmes avec le mari, ne me dis pas que le mari pensait aussi que... Ah oui, c'est ça. Elle ne se contrôle pas. Oh là là. Hein? Oui, je sais que tu es comme ça. Non, oh là là. C'est pas ton... Tu l'as joué puisque... On aura besoin du coach Ndiaye, Kini Ndiaye pour nous aiguiller sur ça. Jusqu'à ce qu'un jour, la femme vienne me trouver à la maison de la culture d'Outasek. Je l'ai expliqué dans une émission à Walfadjri avant-hier. Elle vient il y a 2 ans de cela. Elle me trouve à Outasek. Elle me dit que j'ai des problèmes. Je lui dis, quel genre de problème? Elle me dit, depuis que j'ai porté ce rôle-là, je n'en dors pas. Comment ça? Je ne reçois que des coups. Jusqu'à aujourd'hui? Elle est décédée, la femme. Ah. En définitive, elle est décédée. Elle est décédée. C'est grave, ça, quand Parce même. que ça l'a traumatisée. Non, c'est triste quand même ton histoire. Et c'est que c'est pas comme en Europe. En Europe, on s'en fout, tu joues un rôle. Aujourd'hui, il n'y a que ça, j'ai envie de dire. Si tu es animateur, tu as envie de changer. Il y a eu des comédiens de renom aujourd'hui qui ont joué des rôles d'homosexuels. Oh là là. Où? Ici? Au Sénégal? Bah, bien sûr, dans les pièces de théâtre, dans le machin. Mais... Ça, c'est la fin du monde. Si c'était à refaire, j'allais jamais... Ils ne vont jamais le faire. Et aujourd'hui, vous... J'ai du mal à voir... Parce que, vous savez pourquoi? Les enfants de ces acteurs-là, à l'école, ont été la risée. J'avoue, les pauvres quand même. Oui, les enfants arrivaient à l'école, mais c'est pas pour Gourdigal le Dagam. Imagine pour un enfant, on lui sort ça. Oh non, laisse tomber quoi. Ah, il ne sait pas pour Gourdigal, ça y a un nangam là. En mode de fille. Alors, mais les enfants n'allaient plus à l'école. Du coup, on les a retirés de l'école. Parce qu'ils ne pouvaient pas se porter. Parce qu'il peut sortir. Mais imagine celui-là. Ce monsieur qui faisait le Gordigan. Hein? Et quelle que soit son érudition du point de vue coranique, supposons. Mais pensez qu'il va pouvoir diriger des prières? Jamais, jamais. Parce que les gens ne verront plus l'imam. Les gens disent, mais c'est un Gordigan qui nous dirige. C'est dur. C'est compliqué. En même temps, ça veut dire que... C'est un métier, quand tu choisis ce métier-là, il faut choisir ce métier-là, d'accord? Et choisir ton rôle. Mais savoir, justement, qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce qu'il ne faut pas. Bah, je dirais donc s'adapter à l'image du pays, s'adapter aux coutumes et traditions du pays. Ouais. Seulement, maintenant, le problème de tout ça, c'est parce que maintenant, tout le monde veut devenir célèbre. C'est la célébrité, je pense, qui est à l'origine de tout ça. Tu sais, la célébrité. Je vais te raconter par rapport à la célébrité. Moi, j'ai des amis journalistes. J'ai beaucoup de neveux qui sont des journalistes, qui sont dans les presses très connues, dans les médias très connus. Et qu'est-ce qu'ils vous disent? Quand elle est venue me dire, qui est venu lui proposer une interview dans laquelle il faut dire des saletés. Pourquoi? Parce qu'elle veut le buzz. Tu sors de chez moi. Moi, si tu me dis ça, tu sors de chez moi. Si, ça existe. C'est surtout chez les filles. Carrément, ouais. Oui. Les filles un petit peu côté au Sénégal. Dis ceci, dis cela. Tant pis. Du genre... Jusqu'à dégrader l'image de la personne pour avoir du buzz. C'est ça. Pour tout simplement qu'on parle d'elle. Les filles sont là, ils savent ce dont je parle. Mais juste parler. Et après. T'as gagné quoi? Gagné quoi? Bon, buzz. Et c'est arrivé là. Hein? Ce sont des buzz qui sont commandités. Et certains journalistes qui tombent dans le coup. Ah oui. Ils acceptent, quelquefois moyennant. Non, mais ça, c'est de la folie, ça. Si. Mais tu gâtes ton image pour rien? Bah oui. Pour un buzz. Et buzz, c'est quoi? Ça nourrit le buzz? Le buzz, ça paye le loyer. Vous savez... Le buzz, ça paye les caméras. Dans ce milieu-là, on sait ce que c'est. Les gens, ils veulent qu'on parle tout le temps. Mais pour moi, c'est être
instable mentalement, en fait. Pour Bah moi, ouais, c'est ça. pour moi, tu n'es pas stable mentalement si Ouais. tu cherches ça. Si avoir du buzz, ça fait ta vie, et ça te donne, je sais pas moi, je sais pas quelle sensation tu peux Mais avoir. ce en qu'il y ayant- a, c'est que, vous savez, il y a ici les Sénégalais et les Africains de manière générale, ils cherchent certaines personnalités, certaines filles connues, dont on parle, voilà, même quelles que soient les frasques commis, s'en foutent, voilà. Ça existe, Mais ils cherchent pourquoi? hein? Pourquoi? Parce qu'ils sont suivis. Non, mais ils cherchent pourquoi? Pourquoi ils cherchent ce genre de filles? Ah, je sais pas. Attends. Mais est-ce qu'aujourd'hui, M. Pape Faye, vous, en tant qu'ancien, il n'est pas temps, vous, puisque vous parlez du milieu, est-ce qu'il n'est pas temps, en tant qu'ancien, maintenant, d'essayer d'organiser le milieu en essayant d'organiser des rencontres avec les maisons de production, Baroudi, Pikini et toutes les autres maisons de production, pour essayer maintenant de s'organiser pour éviter ces genres de dérives sur les téléfilms? Ça, c'est un projet, ou bien c'est un des projets du Sénégal avant même que nous soyons nous. Moi, j'ai assisté à un séminaire du Sénégal il y a quelques années, il y a 5 ans, avec feu, Babacar Touré, paix à son âme, et qui avait réuni l'ensemble des acteurs évoluant dans le milieu audiovisuel, le théâtre, le cinéma, et qui faisait dans les séries télévisuelles. Voilà. Et on avait proposé un certain nombre de lignes directives à suivre, voilà, pour que les réalisateurs, les écrivains, les scénaristes puissent suivre de manière à laisser quelque chose de positif dans la conscience de notre jeunesse et de respecter nos valeurs. On a fait ce séminaire-là, bon, qui s'est bien passé. Mais est-ce que ça a porté ses fruits? Oui. Il y a des choses, par exemple, le mois de Ramadan. Il y a eu des séries Ramadan qui à l'époque, passaient sur Al-Fajri, et où vous voyez un acteur brandir des slips. Voilà. Ou bien prendre le bol de riz et le renverser. Voilà. Bon, ça, c'est des choses. Bon. Vous considérez que c'était des antivaleurs, ce n'était pas à faire. On peut exprimer une émotion, une idée, mais autrement, sans qu'on soit pas obligé de faire ça. De vulgarité. De vulgarité, de montrer, voilà, ces Galgali et autres, les perles de rein, presque demi-nues. Semi-nues, ça, c'est pas bon. Non, mais ça... Bon, il y en a qui l'ont appliqué. Nous avons donné instruction aux télévisions que si jamais des choses comme ça passent dans les télés, Vous retirez la licence. on retire la licence, on sanctionne. Mise en demeure, si ça ne réussit, bon, si ça ne suit pas, on retire la Vous retirez licence. Ben ça, pour moi, c'est radical, hein, de toute façon. Ah oui. À bout d'un moment, tu n'as plus le choix, quoi. Est-ce que les acteurs, les producteurs tiennent compte des menaces de la CNRA, par exemple? Certains oui, mais d'autres non. Et pourquoi? Certains veulent mettre, je sais pas moi, bon, la série dont j'ai parlé tout à l'heure, là, la fille qui vient avec son... Hein? C'est pas la série Maîtresse d'Anna Marie? Non, C'est pas ça? Non, c'est infidèle. Ah, Findé, ouais. Infidèle, ouais. Bon, lui, il sait qu'en faisant ça, il va avoir le buzz. Parce que les gens vont regarder, les gens vont commenter, les gens vont sanctionner, les gens vont parler à la radio, à la télé, les gens vont dans la presse écrite. Ah, c'est ce qu'il veut? C'est ce qu'ils veulent. Non, mais c'est pas vrai, quoi. Alors, mais la faute est également aux annonceurs. Parce que les annonceurs ne cherchent que les films Ah, ouais. les séries dont on parle. La sensation. La sensation. Ouais. C'est un peu triste, hein, tu trouves pas? Ah, c'est un peu Et triste. puis ça redore pas du tout l'image Voilà. culturelle et artistique du Sénégal. Hein. Et vous aviez reçu le producteur en tant que tel? Non, à chaque fois qu'il y a des choses comme ça, on appelle. Nous, le CNRA ne réagit pas tout de suite comme ça. Nous, avant de réagir, il faudra qu'on constate de visu que telle chose est passée. Alors, on se met en réunion statutaire. Voilà, on fait une note que tout le monde lit et partage, et on envoie. Mise en demeure. Je me demande si ça change Alors, quoi que ce soit. et si la mise en demeure est respectée, tant mieux. Même quelquefois, on appelle le producteur à venir se joindre à nous, on pose un certain nombre de questions et on lui dit, voilà ce qui s'est passé, si vous voulez que votre série continue, il faut éviter. Nous n'avons aucune intention d'arrêter les séries. Mais quand ça heurte la morale,
on est obligé de taper. Mais tu dis le producteur, mais c'est pas le producteur directeur de la de télé? Hein? C'est pas le directeur de la télé? Puisque c'est lui qui, quand même, qui permet la diffusion. Oui, c'est ça, mais le directeur de la télé, souvent, ne sait même pas ce qui se passe, c'est après coup. Parce que comment ça se passe? Ils sont là. Hein? Moi, je suis dans une série. Bon, et je dis aux gars, écoutez, me respecter, c'est respecter les directives du CNR. Si on veut avancer. Ils ont compris. Quelquefois, ils montrent l'épisode, hein, et 10 minutes avant l'heure, quelquefois le directeur n'a pas le temps de regarder. Oui, 10 minutes avant la diffusion, voilà, et c'est parti. D'accord. Normalement, ils auraient pu, ce que j'ai dit, ils auraient pu créer un comité de visionnage. Mais normalement, il y en a déjà. Non. Normalement. Il n'y en a pas. Dans une émission, j'ai dit, il faudrait que l'État en question prenne ses responsabilités en imposant à toutes les chaînes de télévision un comité de visionnage, Avant diffusion. tripartite. Des gens de la maison, des extérieurs et quelqu'un de, je sais pas moi, du ministère de la Communication. On visionne. Mais il faudrait que l'élément soit disponible au moins 24 heures avant, que les gens puissent se réunir pour voir si c'est bon ou pas. Quand c'est bon, on laisse passer. Il y aura plusieurs fichiers. Quand c'est pas bon, on dira non, il y a cet élément-là qui n'est pas bon, on le change. Ouais. Ouais. C'est comme ça. Ben, je pense que c'est quand même une bonne idée, mais est-ce que les sanctions après seront respectées? Ça, c'est un grand discours, là. Je ne pense pas que ça va venir aujourd'hui. Hein. Ah, il faut qu'il a... Sinon, ça... Alors, Pape, bientôt la fin de la petite chronique invitée. En tout cas, pour moi, j'étais heureuse de te recevoir. Mais juste un petit retour, la fille qui ne lâche pas l'affaire, tes projets de 2021. Nous avons entendu donc la pièce, mais encore. Oui, les projets 2021, c'est ça donc qu'on avait pour justement fin 2020, homicide. Mais non, il ne faut plus rien faire. Donc on va carrément le transposer dans 2021. Également, j'avais un autre spectacle qui s'appelle Ergo Sum. Ergo Sum, ça parle de la justice, voilà, de la corruption dans la magistrature. D'accord. Voilà. Et un autre projet sur lequel nous sommes en train de travailler d'ailleurs, ça s'appelle Penchum Baidam. Ça veut dire quoi, Penchum Baidam? Penchum Baidam, c'est juste... c'est les comédies. Vous savez, à l'époque, dans le temps, quand il y avait des problèmes dans le village, on n'allait pas au tribunal, on n'allait pas machin, on réglait tout dans le pench. Le pench, c'est l'assemblée. C'est l'assemblée des habitants, des villageois. Et tout se passe là. Alors, à côté de ce que font les gens dans les séries, voilà, nous, on fait tout à fait autre chose. C'est la place publique qui règle les questions majeures de la société. Voilà. On est en train de monter le pilote, voilà, et on est en train de voir avec quelle chaîne de télévision on va travailler. TF1. TF1. Donner l'argent. Bon, voilà, c'est ça c'est Penchum Baidam. Voilà. Alors, il y a un projet d'écriture également, je suis sur un projet d'écriture sur... Et le coaching. Oui, le coaching, tout à fait, oui, sur le leadership et l'art oratoire. Voilà. Bon, on va apprendre aussi à faire nos vocalises avec la faille. Hein. Oui. On va apprendre à rentrer le ventre et faire des... Voilà, n'est-ce pas? Donc, Pape, bon, pour, on va dire, je ne dirais pas le petit dernier mot de fin, parce que finalement, il y en aura deux. Si je te disais donc à chaud, inspiration, Combattu Bout, Time for Africa, Good Morning Sénégal, un petit poème comme ça à chaud. Pour Kumba ou bien pour Africa? Bah, allez, pour Kumba. Femme blonde aux yeux d'émeraude. Fais gros plan là. Continue. Bon, vous savez, la poésie, c'est... Mais femme blonde aux yeux bleus, hein, continue. J'aime tes jambes d'aquarelle, tes yeux de lagune, ton cou torsadé, comme le miel de la saison. Femme au sourire digital, à la paume si douce,
si caressante, femme fleur de ma vie. Merci.